rester dans une organisation dans laquelle le président de l'exécutif ou le chef de l'exécutif dépend du législatif, qui lui-même est élu, ça ressemble vraiment diablement au système, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure au début, hein, ça ressemble à toutes les républiques parlementaires qu'on voit dans le monde, c'est-à-dire qu'on avance, de mon point de vue, vraiment pas beaucoup. Donc je suis vraiment d'accord avec l'objection de Stéphane. Ceci dit, Stéphane, ce que tu n'as pas, enfin si on peut se tutoyer, tu n'as pas intégré le fait qu'il y a une des deux chambres qui est citoyenne, qui est tirée au sort, ce qui quand même tempère quand même beaucoup. En Italie, il n'y a pas de chambre tirée au sort, en Suisse non plus. Et... Comment ? Il faut voir quelles sont leurs prérogatives. Mais tu imagines bien que si on est en train d'imaginer une assemblée de citoyens tirés au sort, on ne va pas lui donner zéro pouvoir. On va lui donner même beaucoup de pouvoir. Xavier parlait même d'un droit de veto, un droit de blocage, et tu rajoutes un droit d'initiative, et ça me paraît tout à fait raisonnable. Ceci dit, on sent là que dans nos premiers ateliers constituants, si on s'en prend à cette organisation-là, c'est vraiment pas le plus simple, parce qu'en fait, on chamboule tout, et il va falloir plusieurs séances pour réorganiser un système de pouvoir qui permette à la fois de décider, parce qu'il faut quand même garder ça, il va falloir que nos représentants soient capables de décider, et de les contrôler. Ce qui est contradictoire, parce que si on les contrôle, on les empêche de décider, et donc il ne faut pas trop les empêcher. Donc là, mais c'est tout à fait typique d'un atelier constituant, c'est pas... on ne va pas trouver la solution, l'équilibre tout de suite, on va avoir de temps en temps, certaines séances vont déboucher sur un résultat boiteux, mal fichu, et puis on va s'en apercevoir, on va discuter, on va corriger, et on va finir par obtenir un bon système. Hein. En réfléchissant, en confrontant nos points de vue, progressivement, le système va devenir bien meilleur. Ce qu'il y a de puissant avec l'idée du référendum d'initiative citoyenne, c'est qu'on arrive à garder quasiment inchangé le système actuel, avec ses défauts, donc qui est antidémocratique. Hein, le système de la Constitution de 58, c'est une prison de 58 dans laquelle le peuple n'a aucun pouvoir. Et si on y incorpore un vrai RIC, mais un RIC écrit par nous-mêmes, on reprend la main sur les sujets, et pas surtout, on reprend la main sur les sujets que nous considérons comme importants. Et du même coup, on limite les abjections. Je dis abjections, vous avez vu, j'ai une petite hésitation avant de le dire pour être sûr que... Mais je pèse mes mots. Là, en ce moment, ils sont en train de détruire la sécurité sociale. Ils ont déjà détruit le droit du travail en inversant la hiérarchie des normes. Ils sont en train de vendre tous les biens publics rentables à leurs copains qui ont permis leur élection. C'est abject, c'est juste des trahisons. Et nous n'avons aucun moyen de résister. Avec le RIC, on pourrait... saloperie par saloperie, on aurait le moyen de mettre un point d'arrêt à chaque trahison. Et ça suffirait, enfin, en tout cas, ça permet déjà d'avoir très vite un outil simple pour empêcher le pire. Bonjour Étienne Chouard. Bonjour. Et vraiment merci pour ce beau débat organisé aujourd'hui à Mont-de-Marsan. Moi, je voudrais d'abord remercier toute l'équipe de Mont-de-Marsan qui se sont dépensés sans compter pour accueillir à peu près 500 personnes. Il est 1h30 du matin et on a Étienne Chouard qui est là, encore souriant. Bon pied, bon oeil. Bon pied, bon oeil. Incroyable, quelle énergie. Moi, je voulais poser une première question. D'abord, humainement, Étienne, comment tu fais pour sillonner toute la France comme ça et diffuser, grâce à ce magnifique mouvement des Gilets jaunes, cette belle idée de démocratie qu'est le référendum d'initiative citoyenne? Comment je fais? Je m'alimente avec l'énergie des gens. Hein. C'est un enthousiasme communicatif, quoi. Et j'ai l'impression qu'on est en train de faire quelque chose de grand, un peu historique. Et donc, c'est pas le moment de dormir. Merci. Ma première vraie question, c'est les Gilets jaunes sont un mouvement inédit, historique, inespéré du peuple français. Ça fait 4 mois que les Gilets jaunes sont dans les ronds-points, dans les rues, et qu'avec leurs gilets jaunes, un peu comme le vilain petit canard qui montre comme un miroir le problème de la famille, montre le problème qu'est la politique en France et dans le monde, et du gouvernement représentatif. Eh bien, je voudrais savoir quel est le message d'encouragement que tu as
à donner aux Gilets jaunes pour qu'ils maintiennent dans la durée ce magnifique mouvement? Je trouve que les Gilets jaunes sont exemplaires. Ils font ce que nous devrions tous faire. Excédés par les mauvais traitements des riches et de leurs représentants, ils sortent de chez eux, comme nous devrions sortir de chez nous. Ils se retrouvent sur des lieux publics, comme nous devrions nous retrouver sur des lieux publics, où ils font société, comme nous devrions refaire société, en faisant attention à cacher leur drapeau de parti ou de syndicat pour rester bien unis, comme nous devrions cacher nos appartenances politiciennes, nos choix législatifs pour rester bien unis au niveau constituant. Ils le font de façon tout à fait pacifique. En fait, c'est une aspiration à la fraternité et c'est un vrai bonheur de voir ces cabanes, les cabanes de fortune construites de briques et de brocs où ils se retrouvent pour passer Noël, le jour de l'an, il peut pleuvoir, faire froid. Ils sont opiniâtres, comme nous devrions être opiniâtres. Et surtout, comme tous les peuples du monde, quand ils protestent et s'insurgent contre les mauvais traitements, ils établissent une liste des lois, des décisions qu'il faudrait prendre. Ils appellent ça des doléances parce qu'ils les réclament à des élus qui sont comme des surhommes, des êtres merveilleux qui sont capables de tout décider, nous rien. Et au milieu de ces doléances qui ont quelque chose d'infantilisant, parce que l'élection nous infantilise et nous fait prendre l'habitude depuis que tout petit, nous fait prendre l'habitude de demander ce que nous voulons au lieu de le décider. Au milieu de ces doléances, ils ont mis, probablement parce que c'est une idée dont l'heure est venue, qu'on travaille depuis des années et qui correspond bien à l'urgence du moment, il y a une ligne dans leur doléance qui est pas législative, qui est une pépite d'or, une espèce d'étoile, de soleil dans le ciel, d'étoile dans la nuit, qui s'appelle le référendum d'initiative citoyenne et qui n'est pas une loi à prendre, qui est une façon de prendre les lois où nous décidons, nous le peuple, des choses importantes et où nous tranchons, nous prenons la décision. Et ils font ça comme nous devrions faire. Et mieux encore, ils décident que c'est décisif ce truc-là et qu'en fait, s'ils se concentrent là-dessus, ils ont plus de chances de l'avoir et que grâce à lui, ils vont avoir tout le reste de leur propre initiative. Et donc, ils décident de se concentrer sur le RIC. Et c'est pas tout. Encore plus révolutionnaire et exemplaire pour nous et pour toute l'humanité. Ils s'aperçoivent très vite que s'ils le réclament, ils disent aux élus « Vous ne voudriez pas nous donner le RIC ?» Ils s'aperçoivent qu'ils ne l'auront jamais. Et ils décident de l'écrire eux-mêmes. Et ça, c'est historique. Le fait que, de façon massive, exponentielle, de plus en plus nombreux, ils décident d'écrire eux-mêmes la puissance politique dont ils ont besoin pour devenir maîtres de leur destin, c'est tout à fait exemplaire. Nous devrions tous faire ça. Nous devrions devenir gilets jaunes et apprendre à instituer nous-mêmes notre puissance. Là, ils sont en train de faire des ateliers constituants. Les gilets jaunes constituants. C'est magnifique, quoi. Il faudrait faire un hashtag gilets jaunes constituants. Alors, je veux montrer ce livre que j'ai acheté aujourd'hui et qui me paraît extrêmement intéressant parce qu'à gauche, vous avez la Constitution de 1958. Qui est une anti-constitution, un poison. Comme tu dis très bien, c'est notre prison qui politique. nous empêche notre souveraineté. Et c'est écrit par les gens qui ont le pouvoir et qui sont juges et partis. Bien, je vous invite à acheter ce livre et parce que vous allez pouvoir travailler. Et sur les pages de droite, il y a une vraie constitution d'origine citoyenne, donc qui, elle, donne le pouvoir aux citoyens. Donc vous avez sur les pages de gauche du poison, sur les pages de droite une libération. Alors c'est peut-être pas malin de faire ça parce que c'est une première mouture et pour l'instant, donc il y a deux choses très contradictoires à gauche et à droite. Et
il faut prendre l'habitude En fait, il faut travailler que sur les pages de gauche ou que sur les pages de droite, suivant l'humeur du moment. Et ce sera plus malin, je pense que dans la prochaine version, je mettrai 50 pages, l'anti-constitution, et puis les 50 pages suivantes, ce sera une vraie constitution. Bon, c'est des détails de présentation, mais surtout, il y a des lignes blanches entre deux articles. Il y a plein de lignes blanches pour vous inciter et nous inciter. Il faut que je m'en serve aussi maintenant. Il vient de sortir, donc il va y avoir sûrement des améliorations à faire. Et il y a une adresse email pour m'envoyer les suggestions. On va le faire progresser ensemble. C'est un cahier d'exercice. Très bien. Pratique. Et il y a un autre bouquin blanc qui correspond à la théorie et qui explique l'idée que je viens de vous décrire. Donc, il faudrait le montrer peut-être. Très bien. Et ma deuxième question et dernière question. Quand je t'écoute, je t'ai découvert comme beaucoup de Français, de Gilets jaunes sur Internet, tu parles à mon réseau, à mon cerveau rationnel. Tu parles à mon intelligence. Oui. Et il y a quelqu'un qui te ressemble, qui est un homme politique, et que je vais citer, parce que je voudrais savoir ce que tu en penses, qui est François Asselineau, qui depuis 10 ans fait un travail sur Internet parce qu'il est très peu invité dans les médias et qui parle à notre intelligence sur la construction européenne. Et contrairement aux hommes politiques qui n'abordent pas les sujets de fond, ils les abordent par des conférences. Et je pense que vous êtes complémentaires et que pour faire progresser l'idée de démocratie, ce serait bien, et moi ce serait notre ambition au Pays Basque ou ici dans les Landes, d'organiser un débat avec toi et François Asselineau qui permettrait d'avancer, de faire progresser, parce que vous êtes tous les deux complémentaires et vous pourriez permettre de faire avancer l'idée de démocratie et surtout peut-être de sortir de ces carcans qui nous étouffent, la Constitution pour toi, l'euro, l'UE et l'OTAN pour François Asselineau. Qu'en penses-tu? Alors, si on fait un débat avec François, on va être d'accord sur pas mal de choses, pour presque tout ce qui concerne l'Union européenne. François est un excellent connaisseur du piège politique, de la prison européenne. Et c'est scandaleux qu'il ne puisse pas développer ses idées sur la place publique comme n'importe quel autre acteur politique, dans des débats, dans des conférences, dans des échanges et des controverses. Je pense que si les journaux, de façon aussi massive, le censurent, c'est parce que aucun des journalistes du pays, aucun n'est capable de lui tenir tête. Parce qu'il n'y en a aucun qui a la compétence. Et ni des politiciens. Aucun politicien dans le pays n'est capable de lui tenir tête sur l'Union européenne. Rien, aucun. Je pense aucun ne travaille assez. Et puis le système est indéfendable. Le système de domination parlementaire européen est indéfendable. Donc moi je le soutiens depuis qu'il a créé son parti. Bien sûr, on est peut-être complémentaires, mais on est quand même très très différents, parce que moi je suis beaucoup plus radical sur la démocratie, la vraie. Et puis il y a, je trouve, mais ça mériterait d'être débattu, il faudrait que ce soit débattu publiquement, je trouve qu'il y a une zone d'ombre sur la question monétaire. Bien sûr, François défend l'idée et François et l'UPR défendent l'idée d'une sortie de l'euro, je suis sur la même ligne évidemment, mais à mon avis c'est très insuffisant parce que sortir de l'euro ne nous fera pas sortir des griffes des banques privées. Nous avons abandonné totalement la création monétaire aux banques privées. C'est, de mon point de vue, très profondément illégitime et contradictoire avec toute forme de souveraineté politique. Donc tant que ce sont les banques privées qui vont décider si elles financent ou pas nos décisions politiques, c'est pas nous le souverain, c'est eux, c'est elles. Or, il me semble que la position de l'UPR pour l'instant, c'est de sortir de l'UE et de l'euro, mais de ne rien changer au système bancaire. Et alors je me trompe peut-être, mais ça mériterait d'être débattu avec le ou les spécialistes de la monnaie dans l'UPR. C'est vraiment, s'il y a un débat à faire public, une controverse, avec un échange pour voir où est le vrai, où est le faux, c'est sur ce sujet qu'il faudra le faire. Merci beaucoup. Sur la monnaie. Merci beaucoup, Étienne. Je t'en prie. Bonsoir Étienne. Alors, Bonsoir. je suis ravi de te retrouver ici ce soir.
Ça fait une bonne dizaine d'années que je suis tes travaux et où j'ai pu grandir avec l'éducation que tu m'as amené, aussi bien au niveau de la politique que de l'économie sociale. Et je voulais voir avec toi un point qui m'a, dans le dernier débat que tu as eu avec Priscilla Ludowski. C'était à Castres. C'était à Castres. Et un gilet jaune qui était dans la salle t'avait interpellé sur la nécessité peut-être de mettre en place des assemblées citoyennes au niveau de la commune. Et tu avais émis effectivement l'avis que ça n'avait pas de pouvoir au sens national. Mais pour moi, je voudrais avoir ta position sur le principe moral et sur le principe constituant intrinsèque à l'individu. Finalement, la pertinence qu'il y aurait de mettre en place des assemblées constituantes au niveau des mairies, qu'elles aient un pouvoir d'action sur le conseil municipal en termes consultatifs ou sur le principe même du RIC, et que ces assemblées soient constituées pas simplement par des gens qu'on tire au sort, mais par des gens que, en tant que citoyen, j'aurais désignés de manière hiérarchique, comme une procuration, et que cette personne-là puisse être en mesure de prendre des décisions à ma place, mais qu'à chaque fois, je puisse, moi, revenir sur cette décision. Valider ou invalider la délégation. Voilà, dans un délai de carence qui mettrait la loi en vigueur à ce moment-là. Je veux savoir ce que tu en pensais. Sur le plan de la philosophie politique, les êtres humains sont légitimes à aspirer, à écrire eux-mêmes leur constitution et les règles de la représentation dans leur commune. De mon point de vue, le niveau politique de base le plus légitime, c'est la commune. Et donc, idéalement, moi je raisonne sur un modèle qui ressemble à celui de Proudhon, avec des communes libres, et chaque rond-point en train d'écrire ses règles de représentation me fait penser à une commune en train de se libérer. La commune libre, et pour faire société à plus grande échelle, il faut une fédération de communes libres. Sachant que toutes les communes ne sont pas obligées de faire partie de la fédération. Et une commune qui ne veut plus partager avec les autres doit pouvoir faire sécession. De la même manière qu'un individu doit pouvoir faire sécession aussi. Il ne faut pas que ce soit une prison, il faut qu'on puisse en sortir. On s'est engagé, mais tant qu'on a signé, tant qu'on n'a pas fait sécession, on est tenu. Mais il faut qu'on puisse faire sécession. Sinon, ce qu'on avait imaginé comme une démocratie est en train de se transformer en tyrannie. Bon, ça, c'est théorique. Et est-ce que c'est praticable ? Je ne sais pas, il faudrait qu'on essaye. Mais donc, après ça, en plus, est-ce que la République, qui a des aspects de plus en plus tyranniques, est-ce qu'elle va accepter que des citoyens d'une commune se constituent en commune libre et décident de légiférer souverainement, n'ayant pas écrit la Constitution de 58, ne l'ayant même pas signé, ce texte ayant été écrit avant même notre naissance, nous sommes légitimes à en contester la puissance, en disant mais moi je ne reconnais pas la Constitution de 58, je ne l'ai pas signée, donc je ne la reconnais pas. Mais c'est une chose de le dire, et ensuite la gendarmerie, la police, l'armée obéissent à la République. Et donc si dans ta commune libre déboulent des CRS qui viennent te bouter en dehors, qu'est-ce que tu vas faire? Nous sommes désarmés. Donc il faut essayer de trouver quelque chose une procédure douce, progressive, qui soit tolérée par le système, parce que sinon, si on engage un rapport de force aujourd'hui, ben on se fait juste écrabouiller, quoi. L'idée de défendre le RIC et d'être de plus en plus nombreux à vouloir le référendum d'initiative populaire me paraît être une façon douce et réaliste, mais il faudra l'imposer de toute façon. Ils ne nous le donneront pas. Par voie de conséquence, du coup, ce RIC peut peut-être s'imposer dans la manière de dire, on pouvait effectivement penser qu'il fallait X millions de votants pour être capable d'instaurer un RIC. Est-ce que là, la notion de commune va être un des premiers facteurs de détermination? On pourrait tester au moins, tester et démontrer que c'est possible au niveau communal. Ouais. Il faut trouver, il y en a, il y a des petits maires dont la survie est menacée, parce qu'ils vont être fusionnés dans les métropoles. Donc la commune est menacée dans plein de petites communes. Et donc les maires de ces communes, parce qu'ils sont menacés, sont souvent prêts à nous aider pour mettre en place un RIC vite,
pour démontrer que c'est utile et urgent. Alors, la deuxième question, il y en a une complémentaire par rapport effectivement à l'autonomisation des mairies qui passera par la monnaie, et je crois que Romain viendra sur cette question-là. Mais le pouvoir central ne laissera pas faire l'autonomisation des communes. Hein. Il faut pas, enfin, ils enverront l'armée. Hein. Sauf si toutes le font. Oui, mais toutes ces 36 000, là ça devient théorique. Le fait que 36 000 communes se mettent à faire la même chose, oui, c'est idéalement, mais à mon avis, enfin... La deuxième question, elle concerne la future élection européenne. J'ai pu découvrir aujourd'hui une idée qui m'a paru vraiment pertinente, et on en a un peu discuté, mais je voulais voir pousser un peu la chose un peu plus loin. On sait qu'aujourd'hui, pour se présenter à l'élection européenne, il faut un groupe de 80 personnes plus un porte-parole, un leader, et qu'elle n'est soumise à aucune autre nécessité que de s'inscrire avec ces 80 personnes. La seule chose, la contrepartie, ce serait d'éditer ses propres bulletins de vote, mais ils peuvent être téléchargeables en ligne, donc il n'y a aucune contrainte financière. Si jamais les Gilets jaunes ou les citoyens de France constituaient chacun une liste de 81 personnes, on viendrait avoir plusieurs milliers de listes sur les élections européennes. Est-ce que ce serait pas un bon moyen d'abord de se faire entendre et de pirater quelque part de l'intérieur le système électoral? De saboter. Bon, ça doit pouvoir marcher, ça. Mais donc, parce que plus personne n'aurait de temps de parole, puisqu'on aurait tellement divisé les temps de parole en milliers de listes que chacun aurait quelques secondes. Tu sais, ils ont tous les pouvoirs, donc ils se débrouilleraient pour inventer rapidement la règle électorale qui permet de mépriser ces multiples listes. Je crois pas qu'on puisse s'émanciper avec la procédure de l'élection, même en la piratant. Je trouve bien plus émancipant, donc rendant adulte, de repenser le système de la représentation en entier, à commencer par le RIC, mais avec tout le reste derrière. Ça va être beaucoup d'énergie de fabriquer ces listes, de les présenter, d'en faire la promotion pour montrer ce qu'on veut démontrer. Et toute cette énergie, en fait, on ferait mieux de la passer sur une priorité. Et après ça, une priorité, c'est une priorité. Si vous avez, c'est difficile de fixer une priorité. Mais si la priorité, c'est d'apprendre à écrire nous-mêmes le RIC et d'en choisir un pour le vouloir et l'imposer, si on dit que c'est une priorité, c'est pas pour ensuite se disperser et retester encore plein d'autres idées. Enfin, il me semble, si on veut être poussé fort au même endroit pour être pénétrant, quoi, parce qu'on pousse à un endroit au lieu de se disperser sur plusieurs, il faut rester concentré. Rester concentré, ça veut dire ne pas se mettre en tête de tester 1000 possibilités différentes qui vont nous épuiser. Merci Étienne. Merci à toi. Bonsoir Étienne. Salut Romain. Donc moi ça va être une question sur la possibilité de créer un parti politique dont tu serais éventuellement un des leaders. Il faudrait partir sur une notion non plus d'avoir un seul leader, dont l'unique et seule fonction serait d'amener le RIC dans la Constitution. Préparer en fait les prochaines élections présidentielles dès maintenant et commencer en fait à sélectionner, on va dire, une espèce de conseil de sages qui pourrait être rempli d'une centaine de personnes, mais commencer à planter la graine en fait dans l'esprit des gens que préparer en fait la première démos publique, on va l'appeler comme ça, la res publique, la démos publique, et démarrer dès maintenant la mise en place d'un processus démocratique avec un parti politique dont tu ferais partie, évidemment. On appelle ça une sorte de parti politique qui pourrait ouvrir les esprits sur d'autres manières d'envisager la gestion de la cité. Alors, moi, c'est juste inimaginable de mon point de vue, enfin pour ce qui me concerne, parce que pour moi, les partis politiques sont des outils de dépossession politique du plus grand nombre, de la quasi-totalité des citoyens, en disant « je vais m'occuper de la politique, élisez-moi, je m'occupe de tout ». Les membres des partis volent en quelque sorte l'activité politique aux autres, les dissuadent de s'en occuper.
et je trouve ça contraire à l'intérêt général. Donc je ne risque pas d'aller me mettre dans un parti pour... je ne ferai pas ça. Maintenant, est-ce que... Tu dis un parti dont l'objectif va être d'introduire le RIC dans la Constitution, mais je rappelle que ce qui va nous émanciper, ça n'est pas le RIC dans la Constitution. C'est nous, capables d'écrire, de lire le RIC, de l'écrire et de le défendre. Ce qui va nous sauver, ce n'est pas un texte de Constitution, c'est des citoyens constituants. Donc je sens que vous n'avez pas envie de faire des ateliers, vous n'avez pas envie de travailler, et que vous voulez que ce soit un sauveur ou des sauveurs, une bande de sauveurs qui vous tirent d'affaire. Et moi je pense qu'il faut que vous travailliez. Je pense qu'il faut que vous vous entraîniez à être des milliers, des centaines de milliers, à être capable d'écrire vous-même la Constitution, d'écrire vous-même le RIC et de le défendre pied à pied. Parce que si on se contente de le faire écrire par des sages et imposer par des sages, il n'y aura personne pour le défendre quand il va se faire attaquer, à mon avis. Alors la question c'était de mettre en place une structure en fait, qui allait permettre, parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a une demande de structure. J'entends tout ce que tu dis qu'il faut qu'on s'empare en fait de cette problématique-là. Mais... Eh oui. En tant que pédagogue, tu sais que s'il n'y a pas de structure, c'est difficile. Tout le monde ne peut pas s'improviser demain, structurant. C'est un processus qui prend du temps. Et voilà, il faut faire des ateliers. Et de mettre en place, on va dire, symboliquement, même si c'est symbolique, en fait, un groupe, puisqu'aujourd'hui on a ce problème c'est trop disparate. On n'entend pas assez les personnes qui ont des choses à dire, on entend trop celles qui n'ont rien à dire. Si tu mets 100 sages ensemble, tu vas avoir 100 propositions différentes. Et ce groupe-là ne va pas être homogène. Il ne va pas du tout arriver à décider. Tu voudrais lui faire prendre quelle décision? Aucune. Simplement avoir un pôle de référence où des gens vont, par exemple, être capables de se mettre autour d'une table et de discuter et d'inspirer les gens simplement au travers de cette discussion. Et ça commence à arriver. Hein. On a vu des groupes se créer par-ci par-là. On a vu récemment François Boulot qui a fait une conférence. On a vu ces choses-là, mais c'est encore trop disparate. Est-ce que toi, tu serais prêt, par ton autorité, par ta réflexion, par ton ancienneté, par ta réputation, il faudrait que tu... Non, mais c'est une question personnelle aussi. Non, mais je ne vais pas me mettre dans un parti, ça c'est hors de question. C'est une sorte de parti politique qui aurait cette volonté d'amener le RIC. Non, le pouvoir corrompt, et donc je serai corrompu en exerçant une forme de pouvoir. Et donc je ne veux pas du pouvoir, un peu comme je ne veux pas de drogue. Il y a des drogues qui manifestement sont délicieuses, les gens se régalent avec, au point où ils se détruisent, mais c'est tellement bon que... Mais bon, c'est bon, mais j'en veux pas, voilà, j'en veux pas parce que ça va me détruire, et c'est pareil pour le pouvoir. Voilà. Alors, si on est dans des institutions où c'est par tirage au sort, de façon brève, et que je suis tiré au sort, ben voilà, je ferai le boulot comme n'importe quel citoyen, évidemment. Mais aller candidater à une élection, pas question. Enfin, voilà, ce serait complètement contradictoire. Hein. Enfin, ouais. Faut arrêter. Merci. Je suis fatigué.